Nous allons maintenant passer à la question des femmes qui sont retenues dans des centres de rétention administrative. Et nous allons aborder ensemble la situation des femmes étrangères enfermées en centre de rétention administrative par une illustration au CRA de Ménil Amelot. Et donc, je vais laisser la parole à nos deux prochaines intervenantes. C'est un binôme qui va intervenir pour la prochaine intervention. Anne Amiach, j'espère que je prononce bien ce nom, qui est membre de l'ANAFE, Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, et Aurélie Garnier, qui est juriste à la CIMAD, qui est la CIMAD, une association qui milite pour la dignité des personnes réfugiées et migrantes. Mesdames, je vous laisse la parole tout de suite. Merci. Alors juste, je rectifie, c'est Aurélie qui est membre de l'ANAFE et on est toutes les deux intervenantes pour la CIMAD au centre de rétention du Ménil-Amelot. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va vous parler aujourd'hui de l'enfermement administratif des femmes étrangères, donc principalement au centre de rétention du Ménil-Amelot, là où on intervient. Mais Aurélie abordera aussi un petit peu les problématiques liées au genre dans les zones d'attente, qui sont d'autres lieux de privation de liberté pour les personnes étrangères. Donc, pour introduire mon propos, on va faire un rapide retour sur l'action de la CIMAD en rétention et sur la situation actuelle dans les CRA en France et spécifiquement la situation des femmes. Puis Aurélie va nous parler un petit peu des différents profils de femmes rencontrées en zone d'attente et en centre de rétention. Et puis je finirai par certaines problématiques qu'on a pu cibler qui sont directement liées au genre dans les centres de rétention. Donc la CIMAD, c'est une association de défense du droit des étrangers qui est présente dans toute la France. La CIMAD intervient dans 8 centres de rétention en France, en métropole et en outre-mer, pardon. Donc le centre de rétention, rapidement, c'est un lieu administratif d'enfermement pour les personnes en situation irrégulière et en instance d'expulsion. Donc les personnes qui sont enfermées, elles font l'objet d'une mesure d'éloignement, mesure d'expulsion. Donc la plus connue, c'est l'obligation de quitter le territoire français, mais il faut savoir qu'il existe d'autres mesures. Et donc à partir de ces mesures-là, les préfectures vont faire le choix, entre guillemets, de la modalité de l'expulsion. Et donc, ça peut aller du départ volontaire de la personne jusqu'à la mesure la plus coercitive, qui est l'enfermement dans un centre de rétention. Donc, c'est supposé être vraiment une mesure de dernier recours, c'est censé être l'exception. On constate que dans les faits, on est plus sur une politique d'enfermement massif, sans réelle examination de la situation personnelle des personnes. Donc c'est un enfermement qui dure maximum 90 jours avec des passages réguliers devant un juge qui va examiner, qui va contrôler la légalité de cet enfermement. Donc en théorie, j'insiste sur le en théorie, la rétention est censée être la plus courte possible. Le centre de rétention du Ménil-Amelot, donc où on intervient, c'est le plus grand de France avec 2 fois 120 places. Et donc, il faut savoir que tous les centres de rétention ne sont pas habilités à accueillir, entre guillemets, des femmes. Au Ménil-Amelot, on a une zone qui est appelée la zone femmes-famille, avec 16 places pour les familles et 24 places pour les femmes dans le CRA numéro 2. Donc, notre action en rétention, elle est double. Donc, d'une part, c'est l'accès au droit. Donc, on a des permanences pour nous entretenir avec les personnes enfermées et donc les aider, les assister dans l'ensemble des démarches juridiques ou administratives qu'elles souhaitent entreprendre. Et la deuxième action, elle est politique. Et donc, c'est vraiment communiquer et dénoncer ce qui se passe dans les centres de rétention, faire du témoignage, du plaidoyer, de la sensibilisation, interpeller les pouvoirs publics. Et donc, rappeler que la position politique de la CIMAD, c'est bien sûr de demander la fermeture des centres de rétention et plus généralement la fin de l'enfermement administratif des personnes étrangères. Donc la situation actuelle, je pense que c'est important d'y revenir, mais donc depuis mars 2020 et toutes les mesures qui ont été prises pour freiner la propagation du virus, la situation globale dans les centres de rétention a quand même significativement évolué. Principalement du fait de la fermeture des frontières de la plupart des pays du monde, et donc une chute drastique du trafic aérien.
qui se manifeste par un allongement en fait, significatif de la durée de l'enfermement en rétention sans qu'il y ait de réelles perspectives d'expulsion. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que l'enfermement en centre de rétention, d'autant plus depuis mars 2020, est devenu une fin en soi, alors qu'il n'y a pas de vraie perspective d'expulsion pour les personnes. Donc c'est un enfermement qui est complètement punitif. Et par ailleurs, les personnes sont exposées à un fort risque de contamination. Donc ça, c'est comme pour les prisons. Parce que les conditions d'enfermement ne permettent absolument pas de respecter les gestes barrières. Et puis ça, on le voit avec de très très nombreux cas de contamination dans tous les centres de rétention en France, et notamment très régulièrement au Mesnil-Amelot. Donc du fait de cet allongement du temps de la rétention et des conditions matérielles, on a quand même des situations, enfin, on a une situation très très tendue dans les centres de rétention actuellement, qui mène à des situations assez dramatiques. On a eu 2 incendies au centre de rétention du Mesnil-Amelot, des tentatives de suicide, une augmentation aussi des violences policières. Donc concernant les femmes, comme pour la prison, elles représentent une minorité des personnes qu'on va rencontrer dans le cadre de nos permanences au centre de rétention. Donc pour vous donner une idée, dans les centres de rétention où la CIMAD intervient, en 2020, il y avait eu 463 placements de femmes contre 4277 placements d'hommes. Donc le recours à l'enfermement en centre de rétention va toucher en proportion beaucoup moins les femmes. Mais par contre, les femmes qui sont concernées par cet enfermement ont quasiment toutes subi des violences ou des discriminations spécifiques. Et ces problématiques qui les concernent sont souvent un peu noyées, un peu invisibilisées dans la violence générale du CRA, mais il est néanmoins très important de les souligner et de les observer. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que l'enfermement en centre de rétention va venir aggraver, voire produire de nouvelles violences qui sont liées au genre. Donc Aurélie, qui a la double casquette CIMAD-ANAFE, va vous parler maintenant de quel profil de femmes, on va faire une espèce de typologie des profils de femmes qu'on peut rencontrer en centre de rétention et en zone d'attente. Je tourne un peu la caméra. Alors bonjour à tous. Donc, concernant les profils de femmes que l'on va retrouver en centre de rétention, donc ils sont très très variés. Après, si on doit identifier quelques groupes, il y a beaucoup de femmes qui ont subi des successions d'enfermement. Donc par exemple des sortantes de prison, elles représentaient 9% en 2020. Des sortantes de zone d'attente également, donc la zone d'attente que je vais présenter juste après, qui représentait 6% des femmes enfermées en 2020. Les demandeuses d'asile, donc en procédure Dublin, 14% en 2020. Et on va avoir également beaucoup de femmes originaires d'Europe de l'Est et principalement des femmes de nationalité roumaine, puisqu'elles représentaient 25%, juste cette nationalité, en 2020. Donc, ce sont des femmes qui vont souvent subir des contrôles aux faciès, des procédures d'éloignement faites totalement à la va-vite, sans aucun examen de leur situation en France. Mais les préfectures ne se privent pas de les enfermer parce que souvent, ces femmes préfèrent repartir le plus vite possible dans leur pays plutôt que de rester enfermées, et donc elles n'exercent pas leurs droits. Donc, ça permet de faire du chiffre d'expulsion. Donc moi, je vais vous parler plus spécifiquement de la non prise en compte de la vulnérabilité, donc de profils de femmes particulièrement vulnérables, de par notamment les violences qu'elles ont subies, des violences de genre, donc des viols, de l'excision, souvent des personnes aussi qui sont tombées dans des réseaux de traite, qui fuient des mariages forcés. Donc voilà, des violences qui ont pu être subies dans le pays d'origine et qui ont pu les pousser à fuir ou qui ont été subies sur le parcours migratoire. Donc, on a décidé de parler particulièrement de ces femmes vulnérables qui ont enchaîné zone d'attente et centre de rétention. Mais également, je vais parler très rapidement des personnes en procédure Dublin. Et je vais terminer par évoquer la problématique aussi assez particulière que dans certains centres de rétention de femmes enfermées avec des enfants en bas âge au centre de rétention. Donc, concernant la zone d'attente, en fait, on va évoquer la zone d'attente. Pour nous, c'est un peu la petite surprise du jour, c'est évoquer un autre lieu d'enfermement que le centre de rétention administratif, parce que c'est un lieu qui est extrêmement, qui n'est pas connu, en fait, et qui constitue une véritable épreuve, notamment pour des femmes qui viennent rechercher une protection. Donc, pour être plus précise, c'est un lieu d'enfermement donc pour les personnes dont on refuse l'accès au territoire français, donc qui n'ont pas les conditions pour entrer sur le territoire français. C'est un enfermement qui peut aller de maximum 26 jours.
Et l'objectif, en fait, c'est de garder les personnes enfermées le temps de les refouler vers leur pays de provenance. Donc, il y a des zones d'attente dans tous les points d'entrée internationaux en France, donc dans les ports, aéroports, gares. Et la plus grosse zone d'attente en France, c'est la zone d'attente de Roissy-Charles de Gaulle, qui s'appelle la ZAPI 3, et qui a une capacité de 160 lits. Donc, c'est vraiment un gros lieu d'enfermement dont personne ne se doute de l'existence. Les profils qu'on va retrouver en zone d'attente, bon, il va y avoir des touristes, mais il va y avoir beaucoup et surtout des demandeurs d'asile. Donc, l'association de référence, c'est l'ANAFE, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers. C'est une association dont la LDH et la CIMAD sont d'ailleurs membres fondateurs et qui sont toujours aujourd'hui, bien évidemment, au conseil d'administration. Donc, elle fait évidemment beaucoup de choses, beaucoup de plaidoyers, mais il y a aussi des bénévoles du coup de l'ANAFE qui interviennent physiquement dans la zone d'attente de Roissy et au téléphone pour les autres zones d'attente pour faire de l'information et de l'accompagnement juridique. Donc, je vous invite vraiment vivement à aller voir leur site internet et à lire également le rapport 2020, donc, qui s'appelle « Refuser d'enfermer » et il y a toute une partie qui est consacrée au genre. Donc, pour en revenir à notre problématique zone d'attente, centre de rétention, en fait, depuis quelques années, il y a cette pratique d'enchaîner l'enfermement, c'est-à-dire de refuser des vols en zone d'attente, d'être placé en garde à vue, puis d'être placé directement au centre de rétention administratif. Et c'est un enchaînement, c'est un véritable déni des droits, et d'autant pour des femmes qui ont subi des violences de genre et qui recherchent une protection. Puisque que ce soit en fait en zone d'attente ou au centre de rétention, il n'y a absolument aucune prise en compte de la vulnérabilité de ces femmes qui ont des parcours migratoires difficiles et qui vont même souvent être dans des réseaux de traite. Donc ça, c'est surtout une problématique que l'on rencontre en zone d'attente, vu que les passeurs essayent de faire venir par avion des jeunes femmes, même souvent mineures, pour les faire rentrer dans des réseaux de traite. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer dans la procédure. N'hésitez pas si vous avez des questions après, mais la seule chose à comprendre, c'est qu'en zone d'attente, ce n'est pas un vrai dépôt de demande d'asile quand on cherche une protection. En fait, on dépose une demande de sortir, de rentrer sur le territoire français pour pouvoir déposer l'asile, tandis qu'au centre de rétention, c'est un vrai dépôt d'asile, mais c'est dans une procédure totalement accélérée. Donc, que ce soit dans les deux centres d'enfermement, il y a... les policiers ne sont pas du tout formés sur la problématique des femmes particulièrement vulnérables. Notamment en zone d'attente, les policiers d'ailleurs réclament plus de formation, notamment sur la problématique de la traite. Les préfectures, donc ce sont celles qui vont décider du placement en rétention, ne prennent absolument pas en compte non plus les profils vulnérables. Et également l'OFPRA, donc qui est l'administration qui examine les demandes d'asile, va souvent totalement... nier l'existence de cette vulnérabilité, alors qu'ils se sont engagés à la prendre en compte, notamment des femmes qui ont subi des violences liées au genre, et que tout intervenant juridique, que ce soit en zone d'attente ou en centre de rétention, peut d'ailleurs signaler directement à l'OFPRA une situation particulière de vulnérabilité, mais la majorité du temps, ce n'est absolument pas pris en compte. Il n'y a aucun suivi psychologique, aucun temps de préparation pour raconter un récit qui est souvent extrêmement traumatique. D'ailleurs, en zone d'attente, il n'y a souvent même pas de médecin. En fait, la seule zone d'attente où il y a un accès à un médecin tout court, c'est la zone d'attente de Roissy. Et dans les centres de rétention administrative, il ne va jamais y avoir de psychiatre à part au centre de rétention du Mesnil-Amelot, mais on l'évoquera un peu plus tard, un psychiatre qui n'est dans les faits pas très utile. C'est un récit en plus de ça, donc ces femmes qui enchaînent l'enfermement, qui viennent d'arriver en France, c'est un récit qu'elles vont être amenées à raconter une quantité innombrable de fois, sans aucun suivi psychologique. Et donc du coup, on avait un exemple pour un peu illustrer. Une jeune femme qui a été placée au centre de rétention en 2019, une jeune femme de nationalité afghane de seulement 18 ans qui fuyait un mariage forcé, donc qui avait, après un parcours migratoire difficile, pris l'avion depuis la Grèce pour la France avec un faux passeport. On lui avait refusé l'entrée et elle avait été placée donc en zone d'attente. Alors elle ne parlait absolument pas français, elle ne comprenait vraiment rien à la situation. Elle n'est pas allée voir l'ANAFE, elle a refusé plusieurs vols qui voulaient la renvoyer vers la Grèce. Elle a fini en garde à vue et au centre de rétention du Mesnil-Amelot où elle n'est pas non plus venue voir la CIMAD. Et en fait, chose totalement inédite, une semaine et demie à peu près après son placement, un vol a été pris pour la renvoyer en Afghanistan directement. Donc c'est quelque chose de totalement inédit. Il y a déjà
très peu de renvois directs vers l'Afghanistan, mais pour des femmes, c'était du jamais vu. Donc nous, quand on s'est rendu compte de la situation critique, on est allé chercher cette jeune femme directement dans sa chambre pour lui expliquer la situation. Donc évidemment, elle a paniqué, elle a déposé l'asile, ce qui a ce qui a fait annuler le vol. Et en fait, exceptionnellement, pour le coup, l'OFPRA a pris en compte sa vulnérabilité puisqu'ils ont accepté d'examiner sa demande d'asile, alors qu'en centre de rétention, il faut savoir que c'est dans les 5 premiers jours qu'on dépose une demande d'asile, après c'est irrecevable. Là, on était largement hors délai, mais l'OFPRA l'a entendu et elle a obtenu le statut de réfugié. Donc en fait, cette jeune femme, parce que personne, à un moment donné, s'est dit peut-être que c'est quand même un profil vulnérable du fait de sa nationalité, du fait de son âge, du fait qu'elle est très isolée, elle a failli repartir directement en Afghanistan alors qu'elle avait besoin d'une protection. Je vais faire du coup un petit point rapide sur les personnes en procédure Dublin, donc des personnes qui sont renvoyées dans un autre pays en Europe, le premier pays dans lequel elles sont arrivées. Donc ce sont des profils très particuliers parce que ce sont des femmes qui sont souvent très isolées, qui ont un parcours migratoire très récent, qui ont aussi souvent subi des violences dans leur parcours migratoire ou dans leur pays. Et en fait, on a cette pratique en France, pratique des préfectures, qui consiste à les enfermer dans un centre de rétention pour une journée maximum, pour les renvoyer immédiatement dans le pays européen en question. Souvent, elles sont interpellées alors qu'elles vont signer en préfecture, donc elles n'ont même pas leur bagage. Donc, c'est vraiment un renvoi immédiat sans leurs affaires. Souvent des personnes qui étaient même suivies en France. Les préfectures font de cette manière parce qu'en fait, ça permet d'expulser sans prise en compte de la situation de la personne et sans qu'un juge même examine la légalité du placement. Parce que le juge, c'est au bout de 48 heures. Donc, ils font en sorte de les expulser juste avant. Et on a l'exemple d'Hendaye. Donc, quand cette pratique a commencé au centre de rétention d'Hendaye, donc par la préfecture de la Gironde, il y a eu une jeune femme comme ça, une Nigériane, qui était tombée dans un réseau de traite en Italie, donc qui avait réussi à fuir l'Italie, qui était suivie par Médecins du Monde à Bordeaux. Et en fait, elle a été placée au centre de rétention d'Hendaye pour être expulsée dès le lendemain en Italie. Et en fait, quand la juge a vu la situation, elle a quand même voulu a posteriori examiner la légalité du placement et elle a annulé la légalité du placement pour non prise en compte de la vulnérabilité de cette jeune femme. Donc c'est totalement symbolique, hein, évidemment, parce que en fait la personne est de toute façon repartie en Italie, mais voilà, la juge ne pouvait pas entendre pour elle qu'on puisse renvoyer comme ça quelqu'un en suivi psychologique qui sans ses affaires vraiment dans un pays où elle était déjà tombée dans un réseau de traite. Mais ça n'a évidemment pas empêché les préfectures de continuer, donc la juge a abandonné assez rapidement. Dernière catégorie de personnes, donc je vais être très rapide. Parce qu'en centre de rétention du Mesnil-Amelot, on peut en fait enfermer des enfants. Et souvent, en fait, quand il y a des familles qui sont enfermées, ce sont des femmes seules avec des enfants en bas âge. C'est assez fréquent. Donc, il n'y a vraiment aucun problème du côté des préfectures d'enfermer des femmes isolées avec leurs enfants. C'est une situation doublement difficile à vivre. Ce n'est déjà pas un lieu du tout adapté pour des enfants. Et en plus, voilà, pour voir ces enfants dans cette situation-là, avec des conditions de vie totalement inadaptées, c'est très difficile. En plus, souvent, il y a eu une séparation de famille, c'est-à-dire que souvent la mère et les enfants ont été interpellés en fait, alors que le père n'était pas là, et ça ne pose pour autant aucun problème de les enfermer au centre de rétention du Mesnil-Amelot et de les expulser sans le reste de la famille. Souvent, on va aussi parler de femmes qui ont subi des violences dans leur pays, ou même aussi des fois de la part de leurs compagnons. Voilà. Je vais terminer sur cet exemple d'une jeune femme serbe et de son petit Gabriel de 6 ans qui ont été placés en octobre 2020, donc en pleine crise sanitaire, au centre de rétention du Mesnil-Amelot. Donc cette jeune femme, elle avait subi des violences de la part du père de son fils. Elle avait porté plainte à maintes reprises d'ailleurs en France, et ce père avait été expulsé vers la Serbie quelques mois auparavant, donc elle avait d'autant plus très très peur de repartir en Serbie. Donc elle a été placée au centre de rétention du Mesnil-Amelot après avoir refusé un vol à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc c'est une expérience extrêmement traumatisante, hein, de l'interpellation jusqu'au placement en centre de rétention. En plus très loin du réseau qui la soutenait et de l'école de son fils.
Donc, cette famille a finalement été libérée au bout de 7 jours grâce à l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'accepte pas l'enfermement des enfants encore en France. Mais voilà, il faut vraiment l'intervention de la Cour, sinon que ce soit la préfecture ou les juges, il n'y a aucun problème à enfermer des familles, et notamment des jeunes femmes isolées avec leurs enfants. Voilà pour les profils, donc on pourrait encore en parler pendant des heures, mais on n'a malheureusement pas le temps, donc je laisse la parole à Anna qui va vous parler du plus concret d'être une femme en centre de rétention. Du coup, je vais essayer d'être assez concise et d'aborder un peu les différentes problématiques liées au genre qu'on a pu identifier en centre de rétention. Donc, il faut savoir qu'il y a à la fois une invisibilisation et une normalisation des violences et des comportements sexistes en centre de rétention. Les femmes qu'on va rencontrer ont pour beaucoup intériorisé cette violence. Et ce n'est pas forcément des éléments qui vont ressortir dans nos entretiens, surtout qu'on travaille beaucoup dans l'urgence. Néanmoins, quand on prend le temps de faire du témoignage, il y a des éléments assez choquants qui ressortent. Donc, il faut savoir que le centre de rétention, c'est un environnement qui est à lui seul extrêmement répressif et violent. Il y a une imbrication qui semble assez logique de la violence sexiste et de la violence raciste. Et les femmes étrangères vont subir de nombreux préjugés de la part des différents acteurs et actrices du centre de rétention, donc notamment les policiers, mais également le corps médical. On va entendre à la fin de notre intervention, si on a encore un petit peu de temps, le témoignage d'une jeune femme qui a été enfermée très récemment au Mini-Lamelot, dont on a appris le témoignage audio. Donc, elle vous parlera, elle rapporte de très nombreux commentaires, notamment de policiers, sur son physique, sur sa manière de s'habiller. Donc, c'est vraiment une violence qui est spécifique aux femmes retenues. Et elle en parlera aussi, mais elle dit vraiment que les policiers mènent une vraie guerre psychologique contre les personnes retenues. Et du coup, les remarques sexistes, c'est un outil en plus en fait, pour asseoir cette relation de pouvoir au centre de rétention. Et ça, c'est assez visible. Sinon, il existe, tout comme en zone d'attente, il n'y a pas de formation spécifique destinée à la police et aux autres acteurs du centre de rétention pour prendre en charge correctement les personnes qui sont victimes de violences liées au genre, ni même des mécanismes de détection ou d'alerte, hormis le signalement de vulnérabilité à l'OFPRA, mais c'est spécifiquement pour les personnes qui seraient potentiellement en demande d'asile. Les personnes vont subir assez régulièrement des fouilles abusives, notamment quand elles reviennent de visite avec leur famille. Donc, je précise que ce sont toujours des femmes qui fouillent les femmes. Mais néanmoins, on peut assez bien imaginer comment ces fouilles peuvent raviver des traumatismes liés à des violences sexuelles, par exemple. Et donc, toutes ces pratiques-là, rajoutées à l'omniprésence masculine, parce que la majorité des policiers qui contrôlent le centre de rétention sont quand même des hommes, la circulation sous escorte policière, le manque d'intimité, il faut savoir qu'il n'y a pas de verrou dans les douches au centre de rétention. Tout ça, ça vient rajouter de la violence spécifique à la violence du centre de rétention. Je vais finir sur la santé et la prise en charge médicale. Donc, il y a la problématique de l'accès aux protections périodiques. Donc, je me rends compte que c'est à peu près les mêmes problématiques qu'en prison. Les protections périodiques ne sont pas accessibles en accès libre. Donc, les personnes peuvent soit se rendre à l'infirmerie, donc l'unité médicale, mais qui n'est pas ouverte tout le temps. Donc, pendant les horaires de fermeture de l'unité médicale, les femmes sont contraintes de s'adresser aux policiers, donc qui sont en majorité des hommes, pour avoir accès à des protections périodiques. Donc, ce qui pose de nombreux problèmes parce que déjà, elles n'ont pas forcément l'information. De deux, elles ne sont pas forcément à l'aise pour demander des protections périodiques à des hommes. Et en plus, quand elles ont l'information et quand elles demandent, on leur donne souvent pas en quantité suffisante. Donc, comme en prison, comme ça a été évoqué tout à l'heure, elles peuvent se retrouver aussi à devoir utiliser des morceaux de tissu, des draps. Il y a eu un article de Street Press qui est sorti en octobre dernier, il me semble, sur la question, qui est assez intéressant. Je vous invite à aller le consulter.
concernant la prise en charge médicale, il y a la question de l'interprétariat qui est également très très problématique puisque en général il n'y a pas d'interprète pendant les consultations médicales. Donc on peut voir à quel niveau ça peut être extrêmement compliqué pour les personnes non francophones et notamment sur des consultations gynécologiques par exemple. Donc toute la problématique du consentement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je pense que tout le monde s'imagine pourquoi ça pose problème. Concernant les femmes enceintes au centre de rétention, alors les préfectures et les juges ne considèrent pas systématiquement que le fait d'être enceinte, que la grossesse soit un élément de vulnérabilité en tant que tel. Donc ça n'empêche pas le placement en rétention de personnes, quel que soit le stade de la grossesse, des femmes peuvent être enfermées en centre de rétention et elles peuvent être maintenues pendant d'assez longues semaines. Finalement, je vais juste toucher un mot rapide sur les personnes transgenres. Alors, on a choisi de ne pas en parler longuement puisque ça arrive très, très, très rarement en centre de rétention. Ça a dû arriver 3 fois dans les 5 dernières années au Mesnil-Amelot. Ça arrive beaucoup plus en zone d'attente. Mais en tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il n'y a absolument aucun protocole ni une protection spécifique pour les personnes transgenres. Donc en fait, ça va dépendre de l'équipe, de l'équipe de policiers du jour. En tout cas, généralement, le placement, la zone de placement va être définie, décidée en fonction des papiers, de l'état civil des personnes. Donc pareil qu'en prison. Et de toute façon, les policiers ne sont pas du tout formés sur la question, tout comme sur les violences de genre. Donc, s'il nous reste 3 minutes, on va vous faire entendre. On aurait dû avoir aujourd'hui avec nous une jeune femme brésilienne qui a été enfermée en rétention au Mesnil-Amelot pendant le dernier confinement. Finalement, ça n'a pas pu être possible. Donc, on a récupéré un témoignage audio d'une jeune femme tunisienne qui est sortie du centre de rétention il y a quelques semaines. On a compilé des extraits qui nous paraissaient importants pour illustrer des points qu'on a pu aborder dans notre intervention. Donc, je vous laisse avec le témoignage. J'espère que ça va marcher. D'accord. En Tunisie, quand je suis partie pour déposer plainte, j'étais agressée. D'accord. Quand je suis partie pour déposer plainte, parce que c'était un policier, c'était ses collègues et tout, j'étais agressée. C'est ça. Ils m'ont demandé de ne pas déposer plainte. Et ma famille aussi, elle a causé plein de problèmes. C'est à cause de toi, à cause de ça, en fait. Après, quand je suis trouvée dans un centre de rétention, entourée des plein de policiers, c'était pas... j'ai demandé plusieurs fois d'avoir un psychiatre au centre de rétention. Parce que j'avais des crises hystériques. J'ai eu des crises d'angoisse aussi. Où des pompiers ils sont venus. Et il y avait d'autres fois aussi. Mais quand est-ce que j'ai eu la visite? C'était la dernière semaine avant de partir. J'ai demandé dès le début. Après 40 jours, j'ai eu une visite avec eux. Ouais. Et la consultation, ça s'est bien passé? Non, c'était vite fait. C'était un... le psychiatre il m'a dit, madame, on va rien faire, je vais te donner quelque chose pour dormir. Et dès que vous sortez, vous pouvez partir pour voir un psychiatre ou bien une association qui lutte contre les violences contre les femmes et tout. Ils vont t'aider. Je vais te donner quelque chose pour dormir. C'était juste pour dormir. Parfois, je suis pas bien psychiquement. Ouais. Je m'habille. J'essaie d'être moi, en fait. Parce que je suis détruite. Je m'habille correctement pour voir ma soeur, pour voir mon frère, pour avoir des visites et tout. Je me coiffe et tout. Ils me disent, mais c'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes habillés comme ça? Vous n'êtes pas dehors. Mais je suis libre. Mais c'est moi en fait. Dehors, je dis ça. C'est soit dehors, soit dedans, c'est moi. C'est moi. Je suis libre de m'habiller comme je veux. C'est vrai ou pas? Bah oui. Vous n'avez pas le droit de me juger ou de me dire pourquoi vous faites ça, pourquoi vous mettez une mini-robe, pourquoi vous mettez ça. Je suis libre. Ce sont mes... Je me souviens. Un jour, je suis passée avec une copine dans le couloir. On était en train de prendre de la machine
des gâteaux et tout. J'ai pris un gâteau. Après, je suis passée pour prendre un café. Il y avait un policier, il m'a dit mais toi, la grosse, pourquoi vous mangez des gâteaux? Vous êtes grosse, hein? Il faut faire un régime. Il y a des petits détails ou bien des petites choses que les gens ils disent que c'est normal. Mais pour quelqu'un qui n'est pas en liberté, pour quelqu'un qui passe avec des mauvais moments dans sa vie, pour quelqu'un qui est vraiment enfermé, ça peut être même un petit mot, ça compte pour lui. Ça peut détruire des choses. Je sais même pas comment je peux dire, mais vraiment c'est touchant au niveau psychique. C'est pas bien. On dit ils font une guerre psychique. Ils veulent vous détruire. Ah bon. Voilà. Bon, ça a coupé à quelques moments, le montage n'était pas, n'était pas super bien réussi, mais je pense que l'essentiel, Le message est passé. le Ouais. message est passé et je pense que ça rejoint pas mal de points qu'on a pu évoquer pendant notre intervention. Donc voilà, ce sera tout pour nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, je vais laisser la parole tout de suite au public ou aux autres conférenciers. S'ils souhaitent prendre la parole, je vais prendre les questions. Vous lire les questions. Alors peut-être s'il n'y a pas de questions, moi je vais vous en poser une pour ouvrir la discussion. Est-ce que le fait d'être une femme est immédiatement considéré comme une situation de vulnérabilité ou pas? Non, pas forcément. Le fait d'être une femme en soi, non, c'est pas forcément considéré comme une vulnérabilité. Après, les vulnérabilités, c'est surtout comme bon, il y a plusieurs choses. Il y a l'âge, donc ça peut être très jeune, plutôt âgé. Ça peut être, comme je disais, les violences qui ont été subies, des personnes qui sont vraiment psychologiquement, voilà, dans En fait, vous dites, enfin, la question c'est est-ce que c'est considéré par qui? Par l'administration, par les juges ou par... Oui, dans le cadre d'une demande d'asile, par exemple. Oui, c'est ce que je dis. Ça va surtout être les violences sexuelles, en fait, hein, pour les femmes. Ok. Et les traites, tout ça. Ok. Mais moi, j'ai l'impression quand même que c'est très compliqué de faire valoir, même si on a des éléments. Enfin, là, on parle de l'asile qui reste qu'une seule partie des personnes qui sont enfermées en rétention, mais même les personnes qui auraient éventuellement des preuves, c'est compliqué. Ça ne veut pas forcément dire, ça va pas forcément être pris en compte d'une part, et de deux, ça peut être pris en compte et ça ne va pas pour autant faire aboutir à une décision soit de libération si on parle des juges, soit par une protection si on parle de l'OFPRA. Ok. Merci. Oui. D'autres questions? Oui, vous m'entendez? Jean Froid, on vous entend, tout à fait. Oui, j'avais une question concernant les enfants dans les centres de rétention. Normalement, c'est pas normalement c'est interdit, si j'ai bien compris, non? Alors, pas en France, en fait. En France, c'est admis. Alors, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné de nombreux pays pour le fait d'enfermer des enfants. Mais dans les faits, en France, c'est autorisé à partir du moment où ils sont avec leur famille. Et dans un but d'expulsion, c'est autorisé. Oui, tout à fait, malheureusement. Mais comme je disais, vu que la Cour ordonne la libération systématique, en tout cas au Mesnil-Amelot, la Cour européenne Après une semaine d'enfermement. Après une semaine d'enfermement, ouais. Et je ne sais pas si c'était peut-être l'objet de votre question, mais en tout cas, ce qui est interdit en théorie, c'est l'enfermement des mineurs seuls, puisque de toute façon, les mineurs ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Oui. En théorie, puisqu'il y a quand même régulièrement des personnes
mineurs qui sont déclarés majeurs par l'administration, qui se retrouvent enfermés au centre de rétention. Et c'est très, très, très compliqué de faire valoir leur minorité devant les juges. Oui, ça c'est un vrai problème aussi, ça. Et juste une dernière question, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'interdiction de l'enfermement des mineurs, elles sont rendues sur le fondement de la prohibition des traitements inhumains et dégradants ou pas? Oui, c'est le fondement C'est principal. ça? Tout à fait. Ok. C'est pas du tout des lieux adaptés, évidemment. Oui, tout à fait. Sur l'écran, j'ai retenu que, je crois que c'est l'UNAFE, hein, l'ANAFE, je veux dire, qui demande la fermeture d'écran. Est-ce qu'il n'y a pas là un lieu de lutte aussi? Parce que finalement, enfin, cette institution-là, finalement, c'est une prison sans le dire, quoi. Et c'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer que les gens soient éventuellement assignés à résidence ou des choses comme ça, mais pourquoi cette rétention administrative qui en fait est un enfermement sans doute surdimensionné par rapport au problème que ça pose. Bon, le problème de la fuite, il ne faut pas exagérer, les gens ne vont pas fuir systématiquement, ils n'ont pas les moyens de le faire, enfin je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Là-dessus, après, c'est vrai que nous, la CIMAD, du coup, sur les centres de rétention, a effectivement positionné pour la fermeture des centres de rétention. Ça, c'est un fait. Elle est aussi contre l'assignation à résidence. Pour l'ANAFE, pour la fermeture des zones d'attente. Après, nous, on est... comment dire, oui, on est d'accord avec vous. On ne comprend pas l'utilité des centres de rétention. Oui, je comprends ce que vous voulez Un dire. lieu de privation juste spécifique aux étrangers, juste parce qu'on est sans papier, c'est inhumain. Ouais, tout à fait. Mais bon, pour le coup, je peux que... Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut persuader l'opinion publique de cette chose-là? Parce que c'est vrai que les gens sont spontanément répressifs par rapport au droit à la liberté, quoi. Je veux dire, il y a tout un rapport à la liberté. Là, je ne sais pas si les gens n'ont pas perdu un peu ce besoin de liberté. Est-ce que je ne sais pas. J'ai un peu peur qu'on accepte volontiers la limitation, justement, de cette liberté.